Allez, on passe à notre focus politique qui s'intéresse au gel de l'aide humanitaire américaine et de ses conséquences majeures sur le continent africain. L'ONG l'USAID représentait plus de la moitié de l'aide internationale en Afrique. Son gel menace donc la survie de nombreux programmes humanitaires et de développement. Avant d'entendre le décryptage de notre invitée, Nyagalé Bagayoko, présidente de l'African Security Sector Network et enseignante à Sciences Po, merci et bienvenue dans ce journal. Je propose qu'on écoute Nyagalé Bagayoko, directement le président Trump, et on en parle juste après. Pratiquement tous les investissements réalisés sont des escroqueries. Il n'y a rien de valable pour personne, à moins qu'il n'y ait un système de pots de vin, ce qui est possible. Nous parlons de milliers de milliards de dollars. Il s'agira en fin de compte de billions de dollars qui seront absolument gaspillés, peut-être illégalement. Je dirais certainement illégaux dans de nombreux cas. On a entendu le président Trump qui ne fait jamais dans la mesure, qui est un peu dans l'outrance. Mais sur le fond, est-ce qu'il a raison, Nyagalé Bagayoko? Est-ce que ces aides ne servent à rien? Alors, je pense qu'il faut accepter, pour comprendre la problématique actuelle, de rentrer dans les détails de la façon dont fonctionnent ces aides. Et savoir aussi qu'elles sont mises en cause sur le continent africain lui-même. Il y a aujourd'hui un mouvement de fond qui rejette l'aide extérieure telle qu'elle a été dispensée pendant des années, au motif selon lequel les populations qui sont censées en être les bénéficiaires directs n'en ont en réalité que de très faibles retombées. Et cela, pourquoi ? Parce qu'on est dans un système qui a été instauré non pas seulement aux États-Unis, mais dans le monde entier par un mouvement de convergence entre toutes les agences de développement dans le monde, que ce soit au niveau des États, que ce soit au niveau des organisations internationales comme les Nations Unies, comme l'Union européenne, au niveau des ONG aussi, qui fonctionnent sur des critères, ce qu'on appelle des projets fondés sur des approches définies du côté occidental, du côté des partenaires plus largement, et qui prennent très peu en considération les réalités locales. On pourra Donnez-nous un exemple, par exemple, pour être concret. Alors, par exemple, une organisation comme l'Union européenne choisit de investir, mettons, 50 millions d'euros dans un pays en aide au développement. Pour la gestion de ces fonds, elle doit recourir, elle choisit en tout cas de recourir à des intermédiaires qui sont des prestataires nationaux. On peut penser à Expertise France, côté Hexagone, on peut penser à la GIZ allemande, qui a besoin d'investir beaucoup de frais de gestion. Donc, il y a déjà une partie des budgets qui sont amputés. Ensuite, ces organisations s'adressent à d'autres prestataires locaux au niveau national qui sont capables de gérer l'ensemble de leurs exigences, qui s'appellent du monitoring et de l'évaluation, des cadres logiques, des théories du changement. Je suis obligée d'employer tout ce vocabulaire parce que c'est la réalité quotidienne. Et ensuite, ces organisations nationales trouvent des prestataires locaux encore plus décentralisés. Donc il y a énormément de succession de chaînes. Et c'est ce qui explique aussi qu'il y ait non seulement une déperdition de l'aide avec effectivement de la corruption parfois, mais surtout un investissement massif dans le suivi de ces programmes qui demandent l'embauche de très nombreux prestataires ou fonctionnaires qui les gèrent de manière assez lourde, de manière bureaucratique. Et c'est le serpent qui se mord la queue de plus de bureaucratie pour surveiller de la bureaucratie. Exactement, et c'est pour cela, pour une exigence de transparence, donc pour une question noble au départ, et c'est pour cela que les populations elles-mêmes ont souvent le sentiment de ne pas avoir les bénéfices de ce qui leur est alloué apporté. au départ. Mais alors, juste, excusez-moi, une
différence entre les programmes de développement proprement dit et les programmes humanitaires, parce qu'on fait beaucoup trop, à mon avis, la confusion entre les deux. Entre les deux. Vous nous les Américains, bien sûr. Mais alors justement, est-ce que c'est une opportunité pour le continent africain et les acteurs politiques sur le continent, et bien d'autres d'ailleurs, aussi de la société civile, de repenser différemment ce gel des aides? Alors moi, je pense que oui. Moi, je pense que l'aide publique au développement est entrée dans une crise majeure depuis une quinzaine d'années. On l'a trop peu dit, elle s'est bureaucratisée et c'est extrêmement problématique. Il faut savoir que tous les pays n'ont pas cette faculté à communiquer sur ces questions-là. Mais le budget de la France en matière d'aide publique au développement a été amputé de 35%. La Grande-Bretagne, entre 2020 et 2022, avait baissé ses crédits. L'Allemagne, la Suède, les Pays-Bas les baissent aussi. Donc c'est une tendance généralisée. Comment revoir ce système d'aide? Parce que la solidarité internationale reste nécessaire, y compris pour les pays d'extrême droite qui sont en train de siffler la fin de la partie, mais qui veulent gérer leur politique anti-immigration à travers des programmes de co-développement. Très souvent, l'exemple de Giorgia Meloni est très intéressant de ce point de vue-là. Avec la Tunisie notamment. Avec la Tunisie, etc. Mais à mon avis, tant qu'on restera dans ces modes de gestion à la fois chronophages et qui n'ont pas d'effet sur le terrain, on ne pourra pas avancer. Donc quelle est la solution? À mon avis, c'est avant tout de se référer au contexte local, de se référer à la connaissance intime qu'ont les partenaires africains de leur propre continent, de leurs propres besoins, plutôt que de mettre en œuvre des programmes standardisés qui sont définis de l'extérieur par des personnes souvent inexpérimentées ou qui en tout cas ont une vision trop standardisée de ce qui doit être fait sur le continent. Je propose, dans l'immédiat, malheureusement, il y a des conséquences sur les populations de cette coupure brutale. Je propose qu'on écoute le chef de l'aide humanitaire aux Nations Unies, Tom Fletcher, et on en parle juste après. Il y a plus de 300 millions de personnes dans le besoin. Nous avons donné la priorité à 190 millions d'entre elles. C'est un choix brutal que de ramener ce chiffre à 190 millions. Mais pour les atteindre, nous avons besoin de 47 milliards de dollars et nous venons d'être privés d'une part importante de cette somme, potentiellement en raison de la décision des États-Unis. J'espère qu'il s'agira d'un gel temporaire. Nous avons besoin d'un mouvement humanitaire pour combler cette lacune, sinon des dizaines de millions de personnes mourront. Alors, Niagalé, on est d'accord qu'évidemment, il va y avoir des conséquences directes sur les populations. Ça, c'est indéniable. Alors, c'est pour ça que je faisais une distinction entre programmes de développement qui s'inscrivent dans un temps beaucoup plus long et interventions humanitaires. Et bien entendu, ces programmes humanitaires doivent être considérés comme la priorité. Mais il faut savoir qu'il y a aussi une difficulté dans la façon dont ils sont conçus eux-mêmes. Peut-être qu'on les a aussi eux-mêmes beaucoup trop rendus dépendants de toutes ces procédures dont je parlais, qui pèsent aussi sur leur gestion au quotidien, qui font que ces acteurs humanitaires, dont le travail est absolument admirable sur le continent africain notamment, se trouvent remis en cause par les populations elles-mêmes et par certaines organisations humanitaires locales africaines qui considèrent qu'il n'est pas admissible que la majorité des fonds aillent à des organisations humanitaires non africaines. Donc c'est une grande problématique également. Mais plus largement, ce gel de l'aide américaine en Afrique, est-ce que ça peut profiter à d'autres puissances? On pense à la Chine, évidemment, et la Russie à travers Wagner. Est-ce que c'est possible? Alors justement, je pense que ce ne sont pas les deux meilleurs exemples, puisqu'en effet, la Russie a très peu d'aide de nature humanitaire ou de soutien au développement. C'est notamment l'armement, mais il y a des programmes quand même dans la santé, etc., mais qui ne se manifestent pas, qui ne sont pas mis en œuvre selon ce type de procédure. Mais pour moi, ils sont marginaux. La Chine est surtout présente dans le soutien qu'elle apporte, avec de bénéfices qui lui reviennent très largement aussi, dans la construction d'infrastructures, etc.
Mais il y a beaucoup d'autres acteurs que malheureusement on ne regarde pas depuis des années. Vous pensez à Toutes les qui? puissances moyen-orientales notamment sont présentes sur la scène humanitaire et du développement depuis des décennies, avec des effets que l'on constate. Si l'on prend le cas de pays comme l'Arabie Saoudite ou comme le Qatar ou la Turquie d'ailleurs, qui font la promotion d'une aide axée sur des facteurs religieux, elles ont évidemment joué un rôle aussi dans la modification de la nature de l'islam dans les pays où elles ont été présentes. Et elles sont très actives en matière de développement. Merci beaucoup Nyagale Bagayoko, merci beaucoup d'être venue. Je rappelle, vous êtes présidente de l'African Security Sector Network et vous êtes enseignante à Sciences Po. Merci pour ce décryptage passionnant. Merci, restez avec nous car l'actualité continue sur France 24. Merci.